Bonjour, je m'appelle Guillaume et je suis étudiant en M2, je prépare l'agrégation cette année et je vais vous parler des espèces de Hilbert à noyaux reproduisants. On va voir un exemple d'espèce de Hilbert à noyaux reproduisants qui est l'espèce de Bergman et ça fait un très bon développement pour l'agrég parce qu'on utilise plein de techniques différentes d'intégration, d'interversion de symboles et tout ça. Du coup ça se recase à plein d'endroits. Très bien. Deux Donc, secondes, je ouais. présente aussi. Bonjour, je suis dans la classe de Guillaume, je m'appelle Elliot et je viens écouter la présentation de Guillaume. C'est parti. Alors, pour les espèces de Hilbert à noyaux reproduisants, le bon cadre, ça va toujours être de considérer un espèce de Hilbert E qui est un sous-espèce vectoriel de l'espèce des fonctions de x, x qui est un ensemble quelconque dans les complexes. Donc x un ensemble. Et donc on unit E d'un produit scalaire. Et un produit scalaire complexe. Alors moi j'ai pris C parce que l'exemple qu'on va voir avec l'espace de Bergman c'est C, mais on peut considérer R dans certains cas, notamment on va le voir après quand je parlerai de l'espace H en 0. Donc il faut juste faire un petit peu attention parce que c'est un produit scalaire complexe, donc c'est linéaire à gauche, antilinéaire à droite. Ça aura son importance après. Et on va juste supposer une seule chose en plus sur cet espace, c'est que pour tout x dans notre ensemble, les fonctions d'évaluation en x qui vont de E dans C, qui a une fonction associée f de x, sont continues. Donc c'est des fonctions linéaires, on suppose qu'elles sont continues. Et grâce à ça, en fait, on va avoir l'existence et l'unicité de ce qu'on appelle le noyau reproduisant de E. Donc un noyau, c'est une fonction juste de x fois x dans C. Et ici, notre noyau va vérifier les deux points, qui est que déjà pour tout x, la fonction k de x point, donc ça c'est qui va du coup de x dans C, qui a y associe k de xy. Cette fonction, elle appartient à notre espace E, notre espace de Hilbert. Et point 2, qui est le point très important, il nous dit que pour tout f appartenant à E, pour tout x, si on fait le produit scalaire de f avec cette fonction tirée du noyau, ça nous donne f de x. Et donc, une des motivations pour étudier ces espaces, c'est que grâce à ça et au théorème de Cauchy-Schwarz, on va pouvoir avoir que f de x, ça va être inférieur ou égal à k de x, à la norme de k de x fois la norme de f. Et ça va être, donc quand je dis la norme, c'est la norme de l'espace de Hilbert. Ça va être très bien parce que en fait, on va pouvoir passer d'une convergence dans un espace de fonction pour une norme qui vient d'un produit scalaire à une convergence ponctuelle. Ça va vraiment être, ça va vraiment nous apporter des propriétés intéressantes et en plus, on voit que on a une estimée sur f quand on fait varier x ici pour une fonction donnée. On voit que l'estimée ne dépend que du noyau en fait. On a une estimée sur toutes les fonctions qui dépendent que de la fonction du noyau. Donc ça motive en soi il n'y a pas que ça qui motive l'étude des espaces à noyaux reproduisants, mais c'est une très bonne motivation. Et ensuite, quand on parle de noyaux, on en a déjà vu souvent en maths, par exemple la convolution. On a un noyau, en fait, je vais l'écrire rapidement. Juste pour se donner quelques exemples de noyaux qu'on a déjà vus. Par exemple, on sait que si on prend f appartenant à L1 de R fixé, l'opérateur qui va de L1 dans L1, qui a f associe, qui a G associe la convolée de f avec G. Ça, c'est un opérateur linéaire continu. Et c'est un opérateur à noyau, dont le noyau, c'est le noyau de convolution. On peut l'appeler K de xy égale f de x moins y. Et là, ce qu'on aura, c'est que T de G
de x, ça va être l'intégrale de k de xy, g de y, dy. Donc maintenant, on va passer à la preuve, du fait que, quand on se place dans ce cadre-là, il existe un unique noyau qui vérifie ses propriétés. Donc en fait, ça va être le théorème de représentation de risque. C'est pour ça qu'on a pris les applications continues. Le théorème de représentation de risque, il nous dit que pour tout x appartenant à pour x fixé, comme notre application linéaire est continue, il existe une fonction qu'on va noter k indice x appartenant à E, telle que f de x c'est evx de f, ça va être f produit scalaire avec kx. Et là, c'est là où il faut faire juste un petit peu attention parce qu'on a un produit scalaire complexe, il faut bien mettre le f à gauche. Parce que on prend la convention que ce soit linéaire à gauche, antilinéaire à droite. Et donc nous, là, ce qui est important aussi, c'est qu'avec le théorème de Rice, notre fonction kx est unique. Et donc, en posant k de xy, donc de point égal, notre kx appliquant y, on a exactement ce qu'on voulait en fait. Et c'est l'unique par unicité dans le théorème de Rice. Et par construction, notre noyau vérifie les deux propriétés 1 et 2. Voilà, donc là, on peut noter k vérifie 1 et 2. Maintenant qu'on a ça, on va s'intéresser aux propriétés que vérifie ce noyau. Et on va voir ensuite après que si on prend un noyau qui vérifie certaines propriétés, on va pouvoir retrouver un ensemble de Hilbert, un espèce de Hilbert E, dont K ce sera son noyau reproduisant. Donc, on va avoir trois propriétés que vérifie un noyau reproduisant. C'est que si on prend des éléments, et en fait, on appelle ça des noyaux symétriques. Donc, il vérifie que si on conjugue K de x, y, ça nous donne K de y. Une symétrie hermitienne. Ouais, symétrie hermitienne. Ensuite, que si on prend des éléments, donc un entier juste, et des éléments x1, xn appartenant à notre ensemble x, et des complexes, si on regarde la somme de i égale 1 à n, j égale 1 à n, de k de xi, xj, xi, xj bar, c'est toujours positif ou nul. Donc ça, c'est la positivité du noyau. Et une dernière propriété, qui est assez intéressante, mais qui va pas, dont on ne servira pas après pour retomber sur l'espace. Pour caractériser. Pour caractériser okay. Un espace. C'est que si on prend la famille des k de x point x appartenant à x, c'est une famille totale. De notre espace de Hilbert. Voilà. C'est-à-dire que tout élément F est représenté. Oui. D'accord. C'est-à-dire que l'espace vectoriel engendré par ça. ces éléments est dense dans notre espace de Hilbert. Et dense, d'accord. Okay. Donc, on va passer à la preuve. Pour A, pour la propriété A, en fait, on va remarquer que si on fait le produit scalaire entre notre fonction kx point et notre fonction k de y point, par définition, d'après le point 2, ça nous donne cette fonction-là appliquée en y. Voilà. Oui, bah oui, on l'écrit de deux manières. Et donc là, en passant au conjugué des deux côtés, on a k de yx, k de y point, pardon, k de x point, donc qui est le conjugué de ce qu'on a en haut, égale k de yx. Et donc ça, il n'y a plus qu'à mettre un bar dessus, ouais, c'est bon. Ça nous donne l'égalité. Ok. On peut, voilà. Oui, c'est bon, on est convaincu.
Voilà. Ensuite, pour le point B, on va juste voir cette somme comme la norme au carré d'une fonction, qui est simplement la fonction f égale somme de i égale 1 à n dxi k de x. Et en exploitant cette égalité qu'on a écrite ici. Parce que maintenant, si on regarde la norme de f au carré, donc qui est le produit scalaire de f avec f, ça, c'est en utilisant la binarité du produit scalaire, somme de j égale 1 à n, dxi j, parce qu'à droite c'est antilinéaire, donc on a le conjugué sur xj, k de xi, je vais peut-être l'écrire en 2 étapes, mais là c'est k de xi, point, k de xj, point. Donc là j'ai juste sorti tous les xi de mon produit scalaire, et ça, on l'avait écrit ici, c'est k de xi, xj. Voilà, donc on sait que la norme de f au carré, c'est cette somme, donc c'est positif. Voilà. Et ensuite, on va passer au point C. Donc là, pour montrer qu'une famille est totale, pour montrer qu'une famille est dense, la chose à penser dans les espaces de Hilbert, c'est de regarder l'orthogonale. Parce que c'est toujours beaucoup plus simple de faire des calculs sur l'orthogonale et de montrer qu'il est nul, que d'essayer de trouver des candidats pour approximer un élément de notre espace de Hilbert. Donc là, notre but, c'est de montrer que l'orthogonale de notre famille est nul, et ça nous dira que l'espace est dense. Pour ça, on prend f qui appartient à l'orthogonale, et on regarde ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour tout x, f produit scalaire avec kx point, c'est égal à 0. Ça, c'est aussi égal à f de x. Donc, f est nul. Et on a bien conclu, on sait que cette famille-là est une famille totale de 2. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, j'aimerais juste voir quelques premiers exemples très simples d'espaces de Hilbert à noyau reproduisant. Donc, juste le premier exemple, c'est juste Cn. Et en fait, un élément de Cn, on le voit comme une fonction. En fait, si on prend x égale 1n, on voit Cn comme l'ensemble des fonctions de x dans C. Et donc c'est bien, on le menue du produit scalaire usuel, c'est un espace de Hilbert parce qu'on est en dimension finie. Et en fait, si on regarde donc x1, xn, si on met, je vais l'appeler EJ, donc, où EJ c'est juste des 0 et un 1 en J. Ça va être égal à xj. Et ça, donc ça, c'est ce vecteur, il est associé à une fonction f, parce qu'on a envie de voir des espaces comme des fonctions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle f de j. Et donc en fait, on a un noyau qui est donné par k de j. Oui, tu as pris le produit hermitien canonique dessus, et puis ça marche, ouais. D'accord. On a pris le produit hermitien canonique. Et donc là, notre noyau il va simplement être donné par 1 de i égale j. Si on regarde ça, ça va nous donner ce qu'on veut. Réaliser ce qu'on a fait juste à cet espace E. Donc ça, c'est les fonctions de x dans C de carré intégrable. Donc on fait la somme, c'est f appartenant à tel que, juste pour être sûr, la somme de x appartenant à x
df de x au carré plus l'infini. Là, en fait, on va, juste en faisant les mêmes idées, on va voir qu'on a un noyau k de xy. Donc ça, c'est complet par le théorème de Riesz-Fischer. Et donc c'est bien un espace de Hilbert. Et on pourrait vérifier assez rapidement que les fonctions d'évaluation sont bien continues dans ce cas-là. Mais en fait, là, le noyau, c'est vraiment une généralisation de ce qu'on a fait juste avant. C'est 1 de x égale y. Donc voilà, ça c'était juste deux petits exemples. Et donc un troisième exemple qu'on peut voir, c'est l'espace qu'on appelle l'espace de Bergman, que je vais noter B2 du disque. On va parler que pour le disque, en fait c'est défini pour un ovaire connexe, mais là on parle que pour le disque, donc c'est le disque unité, qui est, donc, ce que j'appelle D, c'est la boule ouverte de centre 0 de rayon 1 dans C. Et donc notre espace de Bergman, ce sera, on va le noter comme ça, H de oméga, inter L2 de oméga. Donc c'est les fonctions holomorphes. Donc ça, de D, non? De D, oui. Pris oméga. Oui, oui. Non, mais... 2D. Voilà, okay. Les fonctions holomorphes. Et donc, pas H2, juste H, donc H de D, décidément. Donc H de D, c'est juste les fonctions holomorphes sur le disque. Et nous, l'espace de Bergman, c'est les fonctions qui sont holomorphes, mais qui en plus sont de carré intégrable sur le disque. Et donc ça nous donne un espace à noyau reproduisant. Et son noyau, si on le note K de xyz, ça va être 1 sur i, facteur de 1 sur 1 moins xi bar z au carré. Et donc ça, ce sera ce qu'on fera à la fin. Et c'est à ce moment-là que le développement commencera. D'accord. Là, on est encore dans les motivations. Ouais, là, enfin, d'accord, on se chauffe. On voit le cadre, les espaces pourquoi les espaces à noyau reproduisant c'est bien, pourquoi un noyau reproduisant ça caractérise l'espace, etc. Donc il nous restait au moins une chose importante à faire sur les noyaux reproduisants, c'est que vraiment qui caractérise l'espace. Donc si E1, E2 sont deux espaces à noyau reproduisant, de même noyau, alors E1 égale E2. Et donc en tant qu'espace de fonction, mais leurs normes, enfin en tant qu'espace de Hilbert aussi, c'est-à-dire que leurs normes aussi sont égales. Ils sont isomorphes. Ouais, ils sont isométriques. Donc je vais appeler norme 1 la norme sur E1 et norme 2 la norme sur E2. Donc pour faire ça, on va s'intéresser à l'espace qui est engendré par nos fonctions k de x point. Et ça, on voit qu'il est inclus dans E1 inter E2, parce que par la propriété 1 du noyau, ça nous dit que k de x point est dans l'espace E. Si elles ont pour noyau k, ça veut dire que ces fonctions elles sont dans E1, mais elles sont aussi dans E2. Alors attends, excuse-moi, juste une question. E1 et E2, ils habitent, il y a vraiment une intersection. Je croyais que E1 et E2, c'était deux objets indépendants, avec ces deux espaces, comment ça se passe? C'est deux espaces de fonctions. Donc dans le cadre des espaces à noyau reproduisant, c'est toujours des espaces de fonctions. Ouais. Oui, oui. Et en fait, on suppose qu'ils ont... Et c'est tous les deux donc inclus pour un même... Ils sont... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, non, mais au moins qu'on les voit habiter au même endroit, quoi. Ça, c'est important quand même. D'accord, très bien. Donc, oui, parce que pour dire qu'ils ont le même noyau... Oui, oui, c'est ça. Ouais, non, mais on est obligé, mais c'est juste... Très bien, merci. Donc oui, c'est important, c'est quand même des espaces dans cet espace. Oui, oui, il y a un X commun. Et donc on s'intéresse à cet espace-là qui est forcément dans l'intersection parce que chaque fonction est dans E1 et dans E2. Et là, on va montrer que pour ces fonctions, pour les fonctions de cet espace-là, les normes 1 et 2 sont égales. Donc si on prend f appartenant à E,
Si on regarde la norme 1 au carré de f, c'est f scalaire f pour le produit scalaire de E1. Et donc f, comme elle est dans E, on peut la définir somme de i égale 1 à n de lambda i k de xi point. K de xi point. Et donc ça va être exactement ce qu'on avait, le calcul qu'on avait déjà fait tout à l'heure pour la propriété B. En fait, on a déjà fait ce calcul, donc je vais juste écrire le résultat. Ça nous donnait ça. Et en fait, ça, on voit bien que ça ne dépend pas du produit scalaire 1 en soi. C'est aussi égal à f pour le produit scalaire 2, parce que K c'est le noyau pour E1 et 2, et donc c'est la norme de f dans l'espace E2 au carré. Donc on sait que les normes sont égales sur ce sous-ensemble, et maintenant on va exploiter ça. Et ce que j'ai appelé la propriété C tout à l'heure, c'est que cet espace il est dense dans E1 et dans E2. Donc maintenant, si on prend, on va essayer de montrer que 1 est inclus dans E2. Si on prend f dans E1, ce qu'on sait c'est que il existe une suite Fn qui est une suite de notre espace E telle que Fn tend vers F dans E1 pour la norme 1. Mais comme cette suite converge, elle est de Cauchy. Sauf que c'est une suite d'éléments de E, et les normes 1 et 2 sont égales sur cet espace E rond. D'accord. Tu peux expliquer pourquoi il existe cette suite Alors, Fn? Ça, c'est ce que tu avais prouvé tout à l'heure? Oui, c'était la propriété C qu'on avait prouvée. On avait dit que cet espace-là était dense dans l'espace à noyau reproduisant. D'accord, ok, et très donc, bien. Donc on a l'existence d'une suite qui converge vers F. Donc comme elle converge, elle est de Cauchy. Et là, ce qui est très important, c'est qu'on a déjà prouvé que les normes coïncident sur sous-espace vectoriel. Et donc elle est de Cauchy aussi dans E2. Que E2 c'est un espace de Hilbert, donc elle converge. Donc il existe un G dans E2 tel que Fn tend vers G pour la norme 2. Et c'est là que l'estimée qu'on avait écrit tout à l'heure va être importante, parce que ce qu'on avait dit, c'est que quand on avait une convergence dans un espace de Hilbert à noyau reproduisant, il y a une convergence ponctuelle en fait. À cause donc je réécris ce qu'on avait écrit, c'est que pour tout f, f de x serait inférieur au k de x point norme de f. Ça nous dit que quand on va avoir une convergence pour la norme, on va avoir une convergence ponctuelle. Donc ça, c'est un Cauchy-Schwarz oui, qui donne ça. Donc ça nous dit en fait que fn de x tend vers f de x pour tout x, et fn de x tend vers g de x pour tout x. Donc par unicité de la limite, f égale g, et f appartient à E2. Donc par symétrie, on avait montré que E1 est inclus dans E2, on a E1 égale E2. Et on a égalité des normes, parce qu'on a égalité des normes sur un sous-espace qui est dense. Excellent. Voilà. Ensuite, là on va pas avoir forcément de temps parce que il va y avoir un développement après qui est quand même assez long. Mais une dernière propriété qui est vraiment super importante, et c'est un peu plus dur à montrer que ce qu'on a déjà fait, mais ça se fait assez bien, c'est que si on prend k, une fonction de x croix x dans C, donc ça va être un noyau, qui vérifie les propriétés A et B que j'ai écrites tout à l'heure, je vais les réécrire ici. Donc k de xy égale k de yx, donc ça c'était A, et B. Donc si on prend pour tout x1, xn des éléments de x,
xi1, xin, des éléments de C. On prend la somme sur ij, qui va de 1 à n, des k de xi, xj, ci, cj. C'est positif. Donc on prend un noyau symétrique. Oui, c'est la caractérisation dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Donc là, on prend un noyau symétrique positif. Ouais. Et en fait, là, alors, on va avoir un unique E dans les fonctions de x dans C, espace de Hilbert. Tel que K est son noyau reproduisant. D'accord, il faut construire ce E et aussi la forme, quoi. Oui. Donc il faut construire E et le produit scalaire. Et en fait, ces deux propriétés-là, on en a besoin pour vraiment construire le produit scalaire. Pour que ce soit... Oui, bien sûr. Donc si je veux juste donner une idée, c'est... Oui, ce serait bien. Oh, écoute, tu as ton temps, hein, je veux dire... Schéma de la preuve. Oui, un petit schéma, là. Donc si on fait un schéma de preuve, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse à notre... ce que j'avais déjà noté rond tout à l'heure, qui est l'espace vectoriel engendré par les cas de x points, qui sont ça, c'est un sous-espace des fonctions de x dans C. Et là-dessus, on va pouvoir définir un pseudo-produit scalaire. Parce que là, c'est pas défini, c'est juste positif. Donc en fait, on va définir somme des lambda i égale 1 à n k de xi point. Somme de j égale 1 à m, c'est pas forcément égal. Mu j k de yj point. Donc ça, c'est deux fonctions qui sont dans cet espace-là. On va le définir, ce produit scalaire. Enfin, il sera un semi-produit scalaire parce qu'il ne sera pas défini. Comme la somme de i égale 1 à n, somme de j égale 1 à m, de lambda i mu j bar, k de xi, yj. Donc là, on peut voir que on peut vérifier, enfin, c'est direct avec ces deux propriétés que c'est un semi-produit scalaire. Donc, une espèce de forme polaire, quoi. Ouais, une forme linéaire symétrique. Qui est hermitienne, Et ce qui est important, c'est que le produit scalaire est bien défini, il ne dépend pas du représentant qu'on choisit. Et il ne dépend pas de la somme qu'on a pris. Enfin, si on a une autre somme qui est égale, alors le produit scalaire est bien défini. Et le souffleur. Et ce qu'on va poser ensuite, c'est on prend E tilde qui est le complété. Complété séparé de E. Donc pour prendre ça, en fait, ça va juste être les suites de Cauchy à valeur dans notre espace E ronde, quotientées par le fait que la distance des termes tend vers 0, quand n tend vers l'infini. D'accord. Donc ça va nous donner un espace complet. Et le produit scalaire qu'on va définir comme limite... le produit scalaire, si on veut, sur E, on va le définir comme limite des produits scalaires. Parce que E, si on veut, on peut le voir comme les limites des suites de Cauchy à valeur dans E. Et donc là, on aura un produit scalaire sur E qui serait, cette fois, ce sera défini positif, ce sera un vrai produit scalaire. Donc on a une norme, et ça va donner un espace de Hilbert. Le seul problème, c'est que ce n'est pas un espace de Hilbert de fonctions. En fait, on a des suites de Cauchy de fonctions, quotientées par une relation, et donc on a envie de revenir dans notre espace de fonctions. C'est pour ça qu'on pose une fonction qui va de E tilde dans les fonctions de x dans C, et qui a une certaine suite, donc ça en fait c'est une suite quotientée par une relation, associe la fonction psi de phi qui a x associe le produit scalaire de E tilde. On va voir ce que L de K de... Alors j'ai pas encore défini L, mais je vais dire ce que c'est tout de suite. Donc là c'est notre produit scalaire de E tilde. Et L c'est juste pour... J'aurais pu juste écrire K de x point par abus de notation, mais L c'est l'injection canonique de notre espace dans son complété. Oui, ok.
Impeccable. Voilà. Et en prenant juste E égale psi de utile, alors ce qu'on va avoir, c'est que psi est injectif, la fonction psi va être injective. Donc ça va nous donner un espèce de Hilbert. Okay. Et ça va EK et son noyau reproduisant. Énorme. Ouais. Belle construction. L'espèce de Bergman. Donc on prend toujours sur le disque donc les fonctions lomorphes sur le disque et de carré intégral. Et donc la première chose à montrer, je vais écrire ce qu'on va montrer vite fait. Donc c'est bien que B2, notre espèce de Bergman du disque, est un espèce de Hilbert pour le produit scalaire de L2. Avec notre produit scalaire FG égale l'intégrale sur le disque de F de Z G de Z. Et 2, on va donner une base hilbertienne de l'espèce de Bergman. Et en fait, on va voir une technique qui sera plus générale que juste liée à l'espèce de Bergman, c'est qu'à partir d'une base hilbertienne, on peut toujours on peut toujours retrouver le noyau. Ce sera une somme, donc c'est pas évident que cette somme sera quelque chose de joli à la fin, mais dans ce cas-là, si. Et on trouvera le noyau comme ça. Donc là, pour n supérieur ou égal à 1, on définit supérieur ou égal à 0. Non, supérieur ou égal à 1 pour que ce ne soit pas la fonction nulle. En de z égale racine de n plus 1 sur pi, z puissance n. Pour n plus grand que 0, on définit nos fonctions en comme ceci, et ça va nous donner une base hilbertienne de notre espace de Bergman. Et grâce à ça, on va trouver que son noyau reproduisant, parce que c'est pas juste un espace de Hilbert, c'est un espace de Hilbert à noyau reproduisant, c'est-à-dire que ces opérateurs d'évaluation sont continus, et son noyau, ce sera K de psi Z égale 1 sur pi fois 1 sur 1 moins 6 bar Z au carré. Ok. Donc, pour montrer que c'est un espace de Hilbert, on va avoir juste besoin d'un petit lemme. Qui est que pour A un élément du disque, et ρ un rayon tel que la boule est inclus dans le disque. Donc si on a ça, alors f de A, ça va être donné par la formule de la moyenne, pi rho carré, l'intégrale sur la boule de centre A de rayon ρ de f de z. Donc pour la preuve, on va partir juste de l'intégrale à droite, passer en coordonnées polaires qui va nous permettre d'utiliser la formule de Cauchy. Donc si on regarde l'intégrale du centre A de rayon ρ de f de z, en coordonnées polaires, c'est l'intégrale de 0 à ρ, intégrale de 0 à 2pi de f de A plus r i θ r dr dθ. Ensuite, on va faire passer r dans la première intégrale. L'intégrale de 0 à 2pi f de A plus r i θ dθ dr. Et ça, par la formule de Cauchy, c'est juste 2pi, c'est le 1 sur 2pi, f de A. C'est là qu'on sert que c'est holomorphe. Oui, c'est là que l'on utilise que f est holomorphe, effectivement. Et donc, ça nous donne 2pi f de A, l'intégrale de 0 à ρ de r dr. Et là, si on calcule, ça nous donne bien, parce que là, ça va nous donner du ρ carré sur 2, pi ρ carré f de A. Voilà. Et donc on a ce qu'on voulait, et en fait on va se servir de ça pour avoir une estimée sur f de A,
Et là, on va utiliser Cauchy-Schwarz en disant que f, c'est f fois 1. Et donc là, ça va nous donner 1 sur pi rho carré, racine de l'intégrale sur notre boule de 1 fois, là on peut directement écrire la norme de f dans notre espace de Weyrmann, parce que la norme du produit scalaire, c'est racine carrée de l'intégrale de f au carré. Et là, enfin, je suis allé un peu vite peut-être, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Parce qu'en fait, on est sur la boule, mais c'est plus petit que sur le disque. On a compris. Et donc ça c'est juste racine de pi rho carré. Donc là, c'est petit ou égal à 1 sur racine de pi rho. Ah, excellent. Et c'est là qu'on revoit en fait ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le fait de convergence dans l'espace implique la convergence ponctuelle. Oui. Et on va utiliser donc cette formule pour montrer que quand on va avoir une suite de Cauchy, en fait, elle va converger uniformément sur tout compact. Et ça, avec le théorème de Weierstrass, ça nous dira que la limite est holomorphe. Ouais. Et aussi, on va utiliser que l'espace L2 est complet, parce qu'une suite de Cauchy va converger dans L2. Il suffira de dire que la limite dans L2, elle aura un représentant holomorphe. Et là, on aura bien la limite dans l'espace de Weyrmann. Donc, maintenant, on passe à la preuve du 1. On prend Fn suite de Cauchy dans notre espace de Bergman. Donc, en particulier, enfin pas en particulier, mais Fn est aussi de Cauchy dans notre espace L2 du disque, en identifiant la fonction et son représentant dans L2, enfin sa classe plutôt, une fonction et sa classe dans L2. Et sauf qu'on sait que L2 de D est complet, donc Fn tend vers un certain f appartenant à L2 pour la norme 2, qui est la norme de l'espace de Bergman. Maintenant, le but c'est de montrer que f, qui appartient à L2 du disque, elle a un représentant qui est holomorphe. Et alors, on saura que f tend vers cette fonction dans l'espace de Bergman. Pour ça, on prend K un compact du disque. Et pour exploiter cette formule, on veut un certain rayon ρ tel que on cherche ρ supérieur à 0 tel que pour tout A au compact, pour tout A dans le compact, notre boule elle sera incluse dans notre disque. On va utiliser la formule qu'on a utilisée tout à l'heure. Pour ça, bon, on regarde juste la fonction qui va de K dans R, qui est un certain A associe la distance de A au complémentaire du disque. Ça c'est continu car 1 Lipschitzienne. Et du coup on peut prendre ρ égale minimum de l'image de phi. Phi est un compact parce que K est compact et phi est continu. Donc maintenant, comme notre rayon est uniforme, il ne dépend pas des A appartenant à K, ce qu'on a, c'est que pour toute n plus grand que 0, en fait, on va avoir que Fn moins Fn, si on la prend en norme infinie sur K, ça va être plus petit que 1 sur racine de pi rho Fn moins Fn. Et donc, pour la norme de l'espace de Bergman, cette suite est de Cauchy. Là, ça tend vers 0, donc là aussi. Donc on a une suite de Cauchy. Donc en fait, Fn converge uniformément sur K. Parce que l'espace, ce qu'on a utilisé, c'est que l'espace des fonctions continues à valeur de K est complet. Donc Fn converge uniformément sur K, et le théorème de Weierstrass
nous dit que sa limite, soit le théorème de Weierstrass, il nous dit que sa limite G, en fait, elle appartient elle est à notre espace des fonctions Leblanc sur 10. G est au Leblanc. Et maintenant, on va utiliser une dernière chose, c'est que si on converge pour la norme 2, alors à extraction près, on converge presque partout. Donc ce qu'on a, c'est que notre suite Fn elle converge vers G. Donc là, on va juste utiliser la convergence simple. Et Fn, elle converge pour la norme 2 vers F. Donc là, il faut faire juste un petit peu attention, parce que ça, c'est vraiment une fonction, ça, c'est une classe de fonction. Mais donc, à extraction près, donc là, ouais. Sur notre extraction, on a notre fil de n, ça tend vers F presque partout. Parce que notre PP, c'est presque partout. Et donc, en fait, la conclusion, c'est que si on veut être vraiment rigoureux, la classe de G dans L2, c'est égal à ce qu'on a noté F. Okay. Et donc Fn tend vers G dans... Ce qu'on a dit, c'est que G, c'est une fonction de l'espace de Bergman. Et donc, l'espace de Bergman est bien complet, donc c'est un espace de Hilbert. Et on a terminé le point 1. Maintenant, pour le point 2, on va juste regarder que c'est bien une famille orthonormale, on commence par ça, que les E sont bien une famille orthonormale. Donc, on prend deux entiers, et on regarde le produit scalaire de En avec En. Donc ça va nous donner, on a les coefficients pour normaliser devant. L'intégrale, et là je passe directement en coordonnées polaires. Donc on va avoir R, EI, θ, puissance n, fois Rm, E, moins I, m θ. Je pourrais l'écrire comme ça directement. Rm. R, dr, dθ. Voilà. M plus 1 sur pi carré fois l'intégrale de 0 à 1 de R puissance n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 2pi de EI n moins m θ dθ. On peut mettre le dr ici. Et ça, c'est 2pi fois l'indicatrice de n égale n. Et donc, ça va être 0 si n différent de m. Et là, on va calculer ce que ça fait. Donc, ça fait si n égale m, on a juste n plus 1 sur pi fois là, ce que ça va donner, ça va nous donner 1 sur m plus n plus 2, en prenant la primitive, il y aura une puissance m plus n plus 2, fois 2pi. M égale n, donc ça fait 2. Oui, donc ça fait juste 2n. C'est ça qui est bien, parce qu'on a 2 fois n plus 1 en fait. Et donc là, les deux se simplifient, les n plus 1. Magnifique. C'est gagné. C'est gagné. Ok. Voilà. Donc c'est bien une famille orthonormale. Et maintenant, on va montrer que c'est une famille totale, donc elle est dense. Que son espace vectoriel rencontré est dense dans l'espace de Bergman, et pour ça on va utiliser toujours la même technique, on regarde l'orthogonale et on montre qu'il est nul. Donc maintenant on va montrer que l'orthogonale est nulle, donc on prend une fonction qui est dans l'orthogonale. Donc n supérieur ou égal à 0. Et donc on va regarder ce que ça fait, le but c'est de calculer f scalaire en. Donc ça c'est
l'intégrale sur notre disque de f de z, en de z, bar. Et là, on va utiliser que f, elle s'écrit sur tout le disque comme somme de n égale 0 puissance infinie d à n zn. Parce qu'elle est au nord. Et donc ça, c'est une série entière de rayons plus grand que 1, parce que le disque est de rayon 1. Et donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre la somme dans l'intégrale et d'intervertir la somme de l'intégrale. La seule chose qui va nous poser problème, c'est que si le rayon est exactement égal à 1, il va y avoir des problèmes pour intervertir. Donc, on va d'abord écrire que l'intégrale sur le disque de f de z, en de z bar, c'est égal par le théorème de convergence dominée, le TCD, à la limite, quand f tend vers 1, de l'intégrale sur la boucle de hop, et r petit que 1 de la même chose. Et pour dominer, on a juste à voir que en de z, c'est plus petit que racine de n plus 1 sur pi. Et donc on domine juste par f fois racine de n plus 1 sur pi. Et maintenant, on va pouvoir écrire f comme sa somme et utiliser le théorème de Fubini pour intervertir la somme et l'intégrale. Donc, on écrit, donc je prends R fixé. Et on va calculer ce que fait l'intégrale de f, donc somme de n égale 0 à plus infini de an zn. Non, on va prendre des m pour pas se mélanger avec le n qu'on a pris ici. am zm fois racine de n plus 1 sur pi z bar puissance n. Donc là, on repasse toujours en coordonnées polaires. Plutôt, on va directement intervertir, après on passera en coordonnées polaires. Donc là, pareil, le fait que le rayon de convergence soit strictement plus grand que R, ça nous permet de dominer. Grâce au théorème de Fubini, c'est bon, tout se passe bien. Tout se passe bien. En fait, on n'a rien à faire, on met juste des valeurs absolues et des modules. Des modules et c'est bon. Donc là, par Fubini, c'est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini de l'intégrale. Donc là, je passe en coordonnées polaires, juste c'est roi de tout. Peut-être mettre le AM racine de n plus 1 sur pi ici, fois l'intégrale de RMEI n θ, RNE moins I n θ, R dr dθ. Et on va avoir toujours la même chose que tout à l'heure, c'est que là l'intégrale sera nulle si n est différent de n. Donc en fait ça c'est égal à 0 si n est différent de n, parce qu'on aura du EI moins n θ. Et donc en fait on a juste AN racine de n plus 1 sur pi, intégrale de 0 à R, de R 2Z plus 1, fois, là ça va faire 2pi l'intégrale en θ. Donc ça va nous donner AN racine de n plus 1 fois pi, fois R puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 okay. fois 2
Oui, ça va faire ton... 2 dans le... Ok, on a AN égale 0. Et voilà. Et donc la conclusion, c'est que comme... et oui, et ça, plus ça tend quand R tend vers 1 vers AN racine de pi sur n plus 1. Et donc, ce qu'on sait, c'est que f, donc 0, c'est le produit scalaire de f avec en, qui est égal à, j'ai remédié, à n racine de pi sur n plus 1. Voilà. Et donc, an égale 0 et f égale 0. Et on a terminé pour le point 2. Nos EN forment bien une base hilbertienne de l'espace de Bergman. Et maintenant, juste pour le point 3, on va vérifier que c'est bien un espace à noyau reproduisant pour avoir l'existence du noyau. Alors, on prend la fonction, parce qu'on a noté l'évaluation plutôt en z ici, parce que c'est un z complexe, qui va de l'espace de Bergman du disque dans C, qui a f associé f de z. Alors, e de z de f, c'est égal à f de z. Et là, par le lemme qu'on a écrit tout à l'heure, on avait dit que c'était plus petit que 1 sur racine de pi rho, un rho qui dépend de z, fois la norme de f. Donc c'était un rho de z, donc c'était tel que b de z, rho de z était inclus dans notre disque, sauf que là, z est fixé, donc en fait c'est juste un rho quelconque. Donc notre fonction est bien continue. Donc e de z est continue. Voilà. Et donc ça nous donne l'existence d'un noyau. Et le but, c'est de montrer que notre noyau, ça va être donné par cette formule-là. En fait, on n'a pas besoin de connaître la formule avant pour la trouver. On va utiliser notre base hilbertienne. En fait, quand on regarde, on sait que K de ça va être égal à En bar de psi, parce que nous, c'était le noyau à droite toujours. Et comme on est dans un espace de Hilbert, on sait que K de psi point, c'est égal, dans notre espace de Hilbert, à la somme de n égale 0 à plus l'infini, K de psi point En. Donc ça, il faut juste faire un petit peu attention parce que c'est une égalité dans l'espace de Hilbert. Donc pour la norme, en fait cette somme converge pour la norme de l'espace de Bergman. Là on a une égalité pour la norme 2. Mais en fait, ce qui est important, c'est que là on a vu que la convergence en norme 2 impliquait la convergence ponctuelle. Donc en fait, ça c'est une égalité ponctuelle aussi. Ce qu'on a, c'est par le lemme. Excellent. K de psi z, somme de n égale 0 à plus l'infini. Donc ça, on avait dit que c'était En de psi. Voilà. Et donc là, on écrit juste ce que ça fait. On va avoir du n plus 1 sur pi, parce qu'on avait deux racines de n plus 1 sur pi, fois psi bar puissance n, z puissance n. Et là, donc, on reconnaît 1 sur pi, fois, donc là on a la série entière, n plus 1, psi bar z. Là, on reconnaît la série entière de 1 sur 1 moins x au carré. Ça, en fait, c'est 1 sur 1 moins. C'est-à-dire la dérivée de 1 sur 1 moins x. Et donc, on a ce qu'on voulait. La conclusion, c'est que le noyau, il s'écrit bien 1 sur pi fois 1 sur 1 moins 6
Super, c'est... Ok. Ok. Super, magnifique, bravo.